Bonjour Adrien Gindre, votre invité aujourd'hui. Bonjour à tous, on continue sur le même thème très important avec l'un des meilleurs experts des questions militaires. Bonjour, colonel Michel Goya. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin, je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes également l'auteur, on le rappelle, de L'ours et le renard, histoire immédiate de la guerre en Ukraine, c'est aux éditions Perrin. On va parler dans cet entretien du sommet de l'OTAN qui se poursuit aujourd'hui, mais d'abord donc, comme l'évoquait Stéphane à l'instant, cette annonce hier du président français, la France va livrer à l'Ukraine des missiles capables, dit-il, de frapper dans la profondeur. On a donc compris qu'il s'agissait du missile Scalp. Que vont-ils apporter ces missiles ? Alors, les missiles Scalp sont des missiles qui sont tirés depuis des navires, mais on n'est pas tellement concerné en Ukraine, mais surtout depuis des avions, et qui ont comme principale qualité de porter très loin, à plus de 400 km, d'être très précis, c'est-à-dire qu'au mètre près, pratiquement, très difficilement interceptable. C'est un missile de croisière, il vole très bas, il vole assez vite. C'est-à-dire qu'une défense antiaérienne ne peut pas toucher ce missile ? Exactement. C'est très, très difficile de les intercepter. Et donc, avec une grosse charge explosive, vous avez entre 400 et 500 kilos d'explosifs à l'intérieur, donc c'est parfait pour frapper des cibles, ce qu'on appelle des cibles à haute valeur ajoutée, des dépôts, des infrastructures critiques, le pont de Kerch par exemple, des postes de commandement, etc. Donc des cibles fixes, importantes, qui sont à l'arrière du front. C'est à peu près équivalent, à quelques détails près, c'est sensiblement la même chose que le missile Storm Shadow, qui a été livré par les Britanniques il y a quelques mois maintenant, et qui fait des ravages. Est-ce qu'on sait dire, par exemple, à quoi les Storm Shadow ont réellement servi ? Qu'est-ce qu'ils ont permis d'obtenir que les Ukrainiens ne faisaient pas avant ? Ils ont permis. Alors, les Ukrainiens ont des capacités de frappe en profondeur, par exemple avec les lance-roquettes multiples HIMARS, fameux. Ils peuvent tirer jusqu'à. La HIMARS a une portée de 80 km. Là, on peut tirer beaucoup plus loin dans la profondeur. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet, comme je disais tout à l'heure, de taper des cibles à valeur ajoutée. Quelques jours après la livraison des Storm Shadow britanniques à l'Ukraine, il y a le poste de commandement de la 35e armée qui est dans la zone de l'opération offensive ukrainienne qui a été frappé dès le lendemain. Donc tout ça, c'est très important. Je signale juste quelque chose, c'est que ce soit les Storm Shadow ou les Scalp, les Américains n'ont pas fourni l'équivalent. Et ils ont des choses comme ça qui peuvent, évidemment, ils ont des missiles de croisière, missiles Tomahawk, ils ont des missiles, ce qu'on appelle des Atacoms, c'est des missiles c'est un peu la même chose, mais que ça peut être tiré depuis un lance-roquette multiple, depuis un HIMARS. Et les Américains sont toujours refusés à utiliser, à livrer ce... eux le refusent et nous le faisons ? Parce qu'on a moins de réticence. Les Américains ont peur que les Ukrainiens fassent des bêtises avec. Et donc aille, y compris un territoire russe, voilà, c'est ce que vous sous-entendez. Exactement, c'est taper sur des cibles importantes en territoire russe. Nous, on a moins de réticence, visiblement, en la matière, avec certainement quand même la garantie que les Ukrainiens ne les utiliseront pas pour frapper sur des villes, par exemple, à l'intérieur du territoire. De l'autre côté de la frontière, mais bien sûr dans le Donbass et en Crimée, qu'ils considèrent comme être leur territoire. Voilà, l'avantage, c'est que ces armes peuvent tirer sur l'ensemble du territoire ukrainien qui est occupé actuellement par les Russes, dont la Crimée. Juste un point, vous avez rappelé que c'était donc tiré soit par navire, soit par avion, si je comprends bien. Concrètement, avec quels avions les Ukrainiens vont faire ça ? Quand on les entend dire « il nous faut plus d'avions », ont-ils aujourd'hui les capacités aériennes nécessaires et suffisantes pour utiliser ces missiles ? Alors, c'est le petit problème technique, évidemment, que pose l'emploi de ce missile, c'est qu'il est gros, il est lourd. Il faut un avion qui soit suffisamment costaud pour pouvoir l'utiliser. Il faut bricoler aussi des systèmes d'emport, etc. Les Britanniques l'ont fait. Ils l'ont fait sur des avions ukrainiens, les Sukhoi 24. Ils ont bricolé un système qui leur permet de porter ces missiles. On notera aussi un élément important, c'est que l'annonce de la livraison des Storm Shadow s'est faite après que tout était déjà préparé. Les premiers tirs ont eu lieu quelques jours après l'annonce. On a un peu l'impression que c'est la même chose. Hier, Sébastien Lecornu sur LCI disait « ils sont en train d'être livrés, peut-être déjà livrés ». Oui, donc voilà. Donc je pense que c'est déjà une politique un peu plus intelligente que faire des grandes annonces pour se mettre en avant, puis après attendre des mois avant que le matériel soit livré. Donc là, les choses sont déjà préparées, on les annonce. Les Russes peuvent tempêter comme ils veulent et menacer de toutes leurs représailles. Ils sont placés devant le fait accompli. Les missiles seront utilisés très prochainement. Vous dites qu'ils peuvent tempêter comme ils veulent, mais quand ils promettent, c'est le Kremlin qui le disait hier, des
contre-mesures. Oui. Il n'y a pas de contre-mesures à craindre de la part des Russes? Ça doit faire à peu près la 50e fois que commandant Peskov menacé des pires représailles pour la livraison d'armes, lorsque la Finlande annonçait qu'elle souhaitait rejoindre l'OTAN. Là aussi, les pires représailles étaient annoncées contre la Finlande. La réalité, c'est que la Russie est relativement impuissante. Elle a abattu, en réalité, avec cette invasion, la Russie a abattu pratiquement toutes ses cartes. Elle avait beaucoup de pouvoir, elle faisait peur encore quelques semaines avant l'invasion. Quand on croyait que c'était la deuxième armée du monde. Oui, elle faisait peur, mais il y avait une vraie menace. On disait attention, donc on ménageait quand même la Russie. Depuis, en réalité, la Russie est empêtrée militairement en Ukraine et ses capacités de nuisance, en réalité, sont assez limitées. Sur nos capacités à nous, vous disiez c'est bien de ne pas être dans l'annonce et de devoir attendre des mois avant qu'on voit la couleur. On parle de quel ordre de grandeur? C'est usuel, on communique rarement sur le nombre exact d'armements, de munitions, de missiles livrés. Mais l'ordre de grandeur, c'est quoi? C'est quelques unités, quelques dizaines, quelques centaines? Combien de stocks a-t-on, nous, et quelle capacité a-t-on à produire pour aider les Ukrainiens? Alors, de mémoire, nous devons avoir à peu près 400 missiles en stock, Scalp. On a dû en commander 450, on les a utilisés. On les a utilisés en Libye, on les a utilisés contre Daesh en Syrie et en Irak. On les a utilisés contre la Syrie en 2018. Il doit en nous rester à peu près quelques centaines en état de marche. Alors, par contre, j'ignore complètement combien on va en livrer, de la même façon que j'ignore combien de Storm Shadow ont été livrés. Mais on en livre 100. C'est une centaine de Storm Shadow, une centaine de Scalp, 200 cibles importantes dans toute la profondeur du dispositif russe, ça peut faire beaucoup de mal, effectivement. Mais beaucoup de mal au point d'inverser le cours de la guerre? Non, quand même pas. On n'en est pas à ce niveau d'engagement. Non, mais ça peut... Il n'y a pas d'arme miracle, il n'y a aucune arme qui va d'un seul coup décider du sort de la guerre, mais elle peut avoir une influence forte. Actuellement, je pense qu'on en reparlera, mais des opérations militaires, oui, il faut tout ce qui peut augmenter la puissance de feu ukrainienne, notamment toute cette capacité de frappe dans la profondeur, peut aider très largement à la réussite de l'opération offensive ukrainienne. On parlera effectivement du terrain dans quelques instants, mais en effet, je voudrais juste avant qu'on évoque quand même le sommet de l'OTAN. Oui. Hier, aujourd'hui, moment essentiel. Ce qui a été frappant, c'est la tonalité du président ukrainien Zelensky. Il a fait part de sa déception. On sentait presque de la colère affleurer. Alors, est-elle réelle ou s'agit-il aussi d'une mise en scène pour mettre la pression sur les alliés? Vous nous direz votre point de vue dans un instant. Mais quand je reprends les mots, il semble qu'il n'y ait aucune volonté de faire de l'Ukraine un membre de l'Alliance. Il dit l'indécision est une faiblesse. Il dit que ça encourage même la terreur russe. Est-ce qu'il a raison d'être dans cette posture aujourd'hui? Est-ce qu'il a raison d'être déçu? Oui, alors on attendra quand même les conclusions définitives. Les conclusions finales, mais il met la pression, effectivement. Mais il a raison également d'être déçu devant toutes ces tergiversations qui ne sont pas nouvelles. On a évoqué, c'est pas nouveau le débat sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Non, mais ce qui est frappant, c'est qu'on pourrait avoir des conclusions qui ressembleraient à celles des précédents sommets de l'OTAN, où on avait déjà une perspective d'adhésion, comme si c'était rien passé entre-temps. Exactement, alors que, il faut rappeler, l'Ukraine a d'abord été un bon élève. L'Ukraine a participé aux opérations internationales, même contestables d'ailleurs. Ils étaient en Irak, dans la coalition américaine. Il y a une volonté très claire de rejoindre le camp occidental, alors qui a été tempéré par des jeux d'influence pro-russes, à l'intérieur du territoire. Il y a une bataille à l'intérieur. En 2008. Très clairement, en 2008, la même question s'est posée, et puis on a dit oui mais non, et la France d'ailleurs, et l'Allemagne s'y étaient quand même très largement opposés, parce qu'on avait peur de la Russie, il faut être tout à fait clair, il ne fallait pas énerver la Russie, il ne fallait pas provoquer la Russie, donc non, finalement non, et on voit ce que ça a donné par la suite. Actuellement, oui, on est un peu dans la même situation. Les rôles ont un peu changé. La France a quand même... Il y a certaines positions de pays qui ont évolué. Là, on a compris que c'est plutôt les États-Unis et l'Allemagne qui freinaient. Oui. La France se montre un peu plus allante, en tout cas de façade. À quoi ça tient? En fait, on est aussi en train de constater qu'on a une OTAN qui est divisée, malgré tout. Solidaire sur le soutien à l'Ukraine, pays par pays, divisée quand il s'agit de savoir si on fait adhérer le pays. Oui, mais ça a toujours été comme ça, en réalité, avec un acteur quand même fondamental qui est les États-Unis, c'est évidemment, les États-Unis, c'est 70% du budget militaire. Qui détient les clés de la décision aujourd'hui?
Il a une forte influence, en tout cas, c'est très clair. Mais les États-Unis sont un allié à la fois indispensable et finalement assez versatile. C'est tout le problème que l'on a au sein de l'OTAN avec les États-Unis. Les États-Unis, oui, sont dans une posture, malgré tout, de prudence. C'est un peu paradoxal. Ils aident massivement, et c'est de très loin le plus grand contributeur à l'aide à l'Ukraine, militairement à l'Ukraine. Et en même temps, il y a toujours un certain nombre de réticences. Il faut défendre l'Ukraine, il faut affaiblir la Russie, mais il ne faut pas aller trop loin contre la Russie. Il y a une peur manifeste d'une Russie, de la Russie de Poutine en soi, mais aussi surtout d'une Russie qui serait complètement déstabilisée, qui imploserait et qui se poserait beaucoup de problèmes à un moment où les États-Unis n'ont pas forcément envie de se préoccuper de ce problème. Ils en ont d'autres par ailleurs. Et de devoir faire le gendarme de toute la zone. Exactement. Dans l'intervalle, en attendant une éventuelle adhésion, il y a effectivement la question des garanties de sécurité, qui est l'une des questions également de ce sommet. On attend également que les Occidentaux se positionnent à la fois sur le cadre de cette garantie de sécurité, sur l'aide bilatérale pour certains d'entre eux. Berlin a encore annoncé de nouvelles aides, on parlait de la France. Très concrètement, qu'est-ce qu'on met derrière le mot garantie de sécurité? Est-ce que garantie de sécurité, c'est plus d'armes? Est-ce que garantie de sécurité, ce sont des règles d'engagement? Par quoi ça peut passer qui satisferait l'Ukraine et qui serait acceptable pour les Occidentaux? Ce qu'on appelle garantie de sécurité, concrètement, selon la définition américaine, en gros, c'est la même chose que ce qu'on fait, mais de manière mieux organisée, planifiée, avec des accords précis sur des années. Voilà, pendant des années, on va vous fournir tant de milliards d'équipements, etc. Donc c'est ce que les Américains appellent le modèle israélien. En gros, c'est le modèle d'aide à Israël. Bon, à cette particularité près que Israël, en fait, n'a même pas besoin de ça, puisque c'est quand même le pays militairement en soi déjà le plus puissant de la région et n'a pas de véritable ennemi. Et puis, on pourrait toujours rappeler que les garanties de sécurité à l'État afghan, par exemple, ont été d'une grande totale fiabilité, ou même des années plus tôt, les garanties de sécurité au sud Vietnam n'ont pas été non plus d'une grande solidité. Donc oui, c'est un peu un lot de consolation quand même, très, très clairement, de la même façon que toutes les annonces d'aide militaire sont un peu aussi des lots de consolation qui peuvent prévenir éventuellement une déclaration finale qui ne satisferait pas complètement l'Ukraine. Un lot de consolation de la non-adhésion ou de l'absence de calendrier d'adhésion. Oui, alors l'adhésion, les Ukrainiens savent très bien que c'est impossible actuellement. Il y a la guerre. On est dans un pays en guerre, mais ce qu'ils veulent, c'est un oui franc et massif, comme disait. Hier, Zelensky disait, je le cite, c'est absurde qu'il n'y ait pas de calendrier d'adhésion, ou donc au moins des conditions, qu'on dise clairement en fonction de l'évolution de la guerre, ça va se passer de telle et telle manière. Oui, alors après, quelles seraient ces conditions? Normalement, un pays divisé, un pays en conflit ne peut pas entrer dans l'OTAN. C'est le cas, par exemple, de Chypre ou de l'Irlande, à qui on a refusé l'adhésion à l'OTAN parce qu'on considérait que le pays était partagé et qu'il y avait des conflits en cours. Mais en revanche, en 1955, l'Allemagne fédérale, on dit, oui, finalement, l'OTAN, bienvenue dans l'OTAN, alors que le pays est divisé, etc. Mais on est capable on peut s'adapter en fonction des situations différentes. Un petit mot juste rapidement du président turc Erdogan. Juste avant ce sommet de l'OTAN, il a dit « Je suis prêt à soutenir l'adhésion de la Suède ». Bon, c'est le début d'un processus, il va falloir des ratifications derrière, mais on a cru entrevoir des conditions. L'idée qu'il fallait reprendre les discussions d'adhésion à l'Union européenne, peut-être même le fait que les Américains livrent les avions attendus par les Turcs. Est-ce que cette adhésion va vraiment se faire s'il y a des conditions de discussion avec l'Union européenne, de livraison d'avions par les États-Unis, ou est-ce que là c'est de la pure com? Non, Erdogan a vendu son accord, très clairement. Lui, dans une réelle... Donc avec contrepartie, vous le dites? Bien sûr, pur et dur. Lui, ne défend que des intérêts. Et d'ailleurs, au passage, il n'apprécie pas... on va dire, il ne joue pas très collectif et il n'apprécie pas du tout l'OTAN. Le général Yakovlev, que vous avez reçu hier matin, m'a raconté qu'après la tentative de coup d'État en Turquie, Erdogan avait purgé son armée de tous les officiers qui avaient servi à l'OTAN. Car il considérait qu'ils étaient contaminés. Alors qu'on rappelle que la Turquie est membre de l'OTAN. C'est un membre particulier, effectivement. C'est un membre particulier qui est aussi, qui est aussi en contact
un contact militaire avec la Russie. On oublie qu'il y a une autre guerre à laquelle participe la Russie, c'est la Syrie, où la Turquie participe également. Et donc, ces deux pays sont en confrontation. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des combats entre un pays de l'OTAN et la Russie, en Syrie, entre la Turquie et la Russie, et même d'ailleurs entre les États-Unis et Wagner, par exemple. Donc, il faut prendre en compte cet élément. On ne sait pas très bien ce qui se passe d'ailleurs en ce moment en Syrie entre Turcs et Russes. Ça semble chauffer un petit peu. C'est peut-être dans ce contexte-là aussi qu'il faut comprendre. Erdogan se place en position centrale dans ce jeu et il tire parti de cette position centrale de tous les côtés. Il a plusieurs fers au feu, incontestablement. Donc là, il a vendu incontestablement son accord. C'est pas très bien, ou une certaine accommodement sur sa politique kurde, on va appeler ça comme ça, des livraisons d'armes, probablement, des avions américains, et peut-être, oui, on va revoir un petit peu le dossier de l'adhésion à l'Union au moins en européenne. affichage. Revenons à la situation sur le terrain en Ukraine. La nuit dernière, comme la nuit d'avant, il y a eu des attaques de drones, à nouveau, lancées par la Russie sur l'Ukraine, notamment sur Kiev, mais pas que. Visiblement, donc, des drones iraniens Shahed, en tout cas ce qu'affirment les Ukrainiens. Il y a eu également cette revendication côté russe qu'il y avait eu des avancées dans la région de Liman. Là, on est dans l'est du pays. Et puis, depuis quelques jours, les Ukrainiens disent on a repris quelques kilomètres carrés de terrain. Ils ont parlé en particulier de Bakhmout. Est-ce que le rapport de force évolue ou est-ce que c'est un partout, match nul pour le moment? Alors, les choses, comme disait Saint-Exupéry, l'essentiel est parfois invisible pour les yeux, ou en tout cas invisible sur la carte. Il faut revenir un peu aux éléments stratégiques. La Russie, actuellement, pourrait se contenter de la situation actuelle. Si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, on pourrait construire un discours de victoire. Parce qu'elle a conquis des points du Donbass, qu'elle a solidifié la Crimée. Voilà, il faut rappeler l'origine, c'est de dire voilà, nous avons prévenu une attaque ukrainienne contre le Donbass, etc. Donc on peut construire un discours de victoire et Moscou pourrait se satisfaire de la situation actuelle. Il mène au score d'une certaine façon et ça se traduit opérationnellement par une opération défensive. On tient le terrain. Voilà, le plus possible. De toute façon, on n'a pas les moyens, en réalité, de on a vu qu'ils avaient bien renforcé leur ligne. Et bon. Côté ukrainien, c'est l'inverse. C'est-à-dire que côté ukrainien, on a toujours l'objectif de chasser les Russes de tout le territoire ukrainien. Or, pour chasser les Russes dans un temps relativement raisonnable, il faut monter des grandes opérations offensives. Donc il faut casser le front. Il n'y a pas d'autre solution. On ne va pas grignoter le terrain kilomètre carré par kilomètre carré. Il faut casser le front, il faut le percer, planter le drapeau. Ce qu'on appelle faire une brèche, le couper en deux. Oui, voilà, il faut aller planter le drapeau sur quelque chose d'important, sur Melitopol, sur Berdiansk, éventuellement sur la centrale nucléaire d'Inrodar. Peut-être prendre Bakhmout, ça peut être un objectif un peu de consolation, un peu symbolique. Mais il faut faire quelque chose d'important. Et pour ça, il faut casser le front. Mais le problème, c'est que ce front est solide. Et donc, pour y parvenir, il faut commencer par neutraliser la défense. Il faut avoir une puissance de feu telle qu'elle permet de neutraliser toutes les pièces d'artillerie qu'il y a en face, tous les défenseurs, les obliger à se cacher, etc. Paralyser la logistique, paralyser les... Mais donc, il faut plus de munitions, plus d'obus, plus d'armes. Ce qui se passe actuellement... Alors, effectivement, quand on regarde sur la ligne de front, ça évolue assez peu. Ils doivent conquérir quelque chose comme 9 km² par jour. Donc, en fait, c'est minuscule. Mais en réalité, la bataille la plus importante, c'est une bataille d'artillerie. C'est-à-dire que, si on regarde les chiffres les plus intéressants, c'est le nombre de canons russes qui sont détruits par les Ukrainiens. Leur but, c'est ça. C'est l'affaiblissement de l'adversaire, en fait. C'est l'affaiblissement de l'artillerie. Très précis, c'est l'affaiblissement de l'artillerie russe. Et quand l'artillerie russe sera suffisamment affaiblie, il sera possible à ce moment-là d'attaquer et d'avoir des résultats beaucoup plus importants. Et donc, pour affaiblir cette artillerie russe qui, pour l'instant, continue à envoyer plus d'obus sur les Ukrainiens que l'inverse, il faut plus de puissance de feu. Et puissance de feu, il faut des pièces d'artillerie, il faut des éléments, il faut peut-être des avions, il faut des hélicoptères d'attaque peut-être, mais il faut surtout des munitions. Et le problème majeur qui se pose d'ailleurs dans les deux camps, c'est très clairement le problème d'obus. Mais il faut des obus. Aussi de notre côté, puisque Thierry Breton, le commissaire européen, quand il dit il faut qu'on soit capable de livrer 1 million d'obus à l'Ukraine et de reconstituer des stocks pour nous, bon, il dit que ça avance bien, mais il reconnaît aussi qu'il faut que nos capacités industrielles suivent. Donc il y a quand même aujourd'hui des manques, y compris côté européen, sur les obus. C'est très clairement. On peut estimer que l'Ukraine a tiré depuis le début de la guerre à peu près entre 3 et 4 millions d'obus. Les Russes, sans doute 2 fois plus. À titre de comparaison, nous, en France, nous fabriquons, la société Nexter fabrique 40 000 obus de 155 mm par an. Donc c'est à peu près ce que les Ukrainiens utilisent en 5 jours, pour situer à peu près le niveau. Et on espère
doubler cette production en 2025. Donc en 2025, être capable de fournir 10 jours Donc, de consommation. Ça veut dire que la guerre, Non. potentiellement, tant qu'on n'est pas capable de produire plus, peut durer. Juste un petit mot pour conclure, Michel Goya. À défaut d'obus, à défaut de munitions supplémentaires, on a vu que les États-Unis disaient on va livrer des armes à sous-munitions. Oui. Est-ce que là, pour le coup, c'est de nature à faire la brèche, l'avancée, la percée qu'on évoquait tout à l'heure? Oui, je pense que c'est lié. On ne livre pas des armes à sous-munitions comme ça pour le plaisir. C'est vraiment un peu contraint parce que ce sont des armes qui sont contestées. Un obus à sous-munition, ça équivaut à 3 obus, à peu près en efficacité, à 3 obus classiques, si vous voulez. Et deuxième qualité de ces obus, ils sont nombreux. Il y a des stocks. Donc oui, ça peut faire effectivement la différence. Merci beaucoup, colonel Michel Goya, d'avoir été sur ce plateau ce matin. Je rappelle votre livre indispensable, L'ours et le renard, histoire immédiate de la guerre en Ukraine chez Perrin.